Bonjour Bernard Monod, député européen, membre de la commission économique du Parlement européen où nous nous retrouvons aujourd'hui à Bruxelles. Vous êtes le stratégiste économique du Front National et vous êtes le chef de file du CAPECO. Le CAPECO, c'est le think tank interne de l'évolution de la stratégie économique du Front National. Et qui rédige le programme. Aujourd'hui, un seul et unique sujet, la santé financière dans le monde entier. On va le voir sous plusieurs angles. Alors, tout le week-end, on était suspendu à la santé des banques allemandes et en particulier de la Deutsche Bank. Alors tout d'abord, une précision sur la Deutsche Bank, ça n'est pas la banque centrale allemande. Pas du tout. Ah non, non. La banque centrale allemande, c'est la Bundesbank et Deutsche Bank est une banque commerciale privée. Qui fait parler d'elle dans l'actualité. Il faut se méfier des traductions littérales. Exactement. Alors qu'est-ce qui lui arrive à la Deutsche Bank ? La Deutsche Bank est depuis 2008 frappée, comme l'ensemble d'ailleurs du système bancaire mondial et européen en particulier, par la crise des subprimes qui a fait des pertes très importantes, qui ont été nettoyées au niveau des bilans, mais ils les ont passées, comme l'ensemble des grandes banques mondiales, dans ce qu'on appelle le hors-bilan. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une amende qui a été infligée par les autorités américaines pour le rôle qu'elle a joué dans la crise des subprimes en 2008. Voilà. Conséquence, le 14 milliards de dollars environ. Le président aujourd'hui est en train de négocier, de réduire le montant de cette amende à 5 milliards. Mais malgré tout, la situation de la banque est assez inquiétante. Alors, le titre a plongé, on a approché les 10 euros de cours de l'action. C'est pas nouveau, ça fait déjà 18 mois que la capitalisation boursière de Deutsche Bank avait déjà bien baissé, et puis là, elle a connu un plongeon suite à cette affaire-là. Voilà, alors on s'interroge sur la survie. On est à peu près à 10 ou 11 euros le cours de bourse. On s'interroge sur la survie, sur la viabilité de cette banque. Absolument. Donc, comme la plupart, comme je vous l'ai dit juste avant, l'ensemble du système bancaire européen est extrêmement fragile depuis la crise de 2008. Ils ne se sont jamais vraiment rétablis. Et là, aujourd'hui, la situation de la banque est, comme je vous l'ai dit, inquiétante en termes de stabilité financière, de liquidité même, ce qui fait qu'on recherche l'Allemagne recherche une recapitalisation. Vous faites référence à la crise de la Lehman Brothers qui a provoqué la crise de 2008, et c'est d'ailleurs à propos de 2008 que la Deutsche Bank se fait sanctionner aujourd'hui. C'est son rôle de l'époque qui est puni. Le rôle, comme la plupart des banques qui ont spéculé sur ces titres, ces produits dérivés, ce qu'on appelle les subprimes, qui a joué un rôle, et vous l'évoquiez avec Lehman Brothers, c'est le spectre à nouveau de la chute de Lehman Brothers qui survole l'Allemagne aujourd'hui. Moi je ne comprends pas, parce qu'on vante toujours la rigueur allemande, voilà. Eux sont sérieux, les autres sont des petits rigolos, mais en Allemagne c'est carré, c'est droit. Alors comment la Deutsche Bank s'est fait prendre les doigts dans la porte? Eh bien, ce modèle allemand que l'on nous vante, effectivement, est un mythe. La preuve, c'est que les événements à l'heure actuelle nous le prouvent. Le modèle allemand qu'on voudrait nous appliquer dans l'ensemble des pays de la zone euro, bien évidemment, n'est pas un exemple. Et la Deutsche Bank est effectivement un géant au pied d'argile. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on parle de Deutsche Bank, mais il y a aussi les autres banques, puisque vous savez que tout le système interbancaire est interconnecté, justement, au niveau de ces prises de participation dans les portefeuilles et les engagements dans leur bilan. Et ce qui fait que c'est un espèce d'effet domino qui va probablement se produire avec une contagion. Arrêtons-nous une seconde. Juste pour terminer ma phrase, Commerzbank est aussi en difficulté. Et bien entendu, leur filiales respectives, la Postbank pour Deutsche Bank et la Dresdner Bank pour le cas de... C'est quasiment les 4 premières banques allemandes qui sont... c'est ça, il y a la DZ qui est à part, mais autrement, c'est 4 sur 5. Too big to fail, les plus grandes banques allemandes sont en difficulté. Et donc, les plus grandes banques européennes, nous sommes bien d'accord. Ce sont effectivement les poids lourds de la finance en Europe. Alors... à propos des crises précédentes, on a expliqué, elles étaient mal gérées, elles étaient couvertes de dettes. Sur les dettes nationales, on a évoqué la Grèce, Chypre, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, etc. Alors, comment ça se fait que l'Allemagne
l'Allemagne si belle, si pure et n'ayant aucun souci, comment ils se font prendre aujourd'hui? Vous avez raison d'aborder ce sujet-là. En fait, moi, mon analyse économique est relativement simple. Ce n'est pas des crises de l'Allemagne, une crise de l'Italie, une crise de la Grèce, de Chypre, etc. Tout ce que vous avez évoqué. C'est une crise de la zone euro en tant que telle, qui n'est pas nouvelle, puisque nous avons eu celle de 2008, qui, par effet ricochet, se poursuit. Et donc là, c'est un nouveau séisme qui est en train de se produire. Et donc, cette crise de la zone euro, en fait, c'est une agonie de l'euro, avec des symptômes qui se produisent dans l'ensemble des pays de la zone euro. Ça n'est pas des événements conjoncturels et des petits incidents, c'est en réalité la construction d'ensemble. C'est une macro-crise, une crise de fond de l'ensemble du système financier et global, basé sur le modèle économique de l'ultralibéralisme et du mondialisme, qui fait aujourd'hui ces espèces de... c'est un cancer lié à l'euro avec des métastases qui se produisent en Allemagne, dans le système bancaire, en Grèce, un petit peu partout, en Italie, en Espagne, au Portugal, etc. C'est cette vision... Et probablement, tôt ou tard, de la France. Cette vision d'une mauvaise construction d'ensemble qui fait qu'aujourd'hui, ça soit le bon élève de la classe, qui est soi-disant l'Allemagne, qui se fasse prendre dans cette affaire. Il est malade. Il est malade, etc. Alors, le risque que connaît aujourd'hui la Deutsche Bank, c'est un risque connu depuis la Lehman Brothers, on l'évoquait au départ, depuis 2008. C'est pas nouveau. Non, tout à fait. Mais là, on arrive dans une zone, je voudrais prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce que vous évoquez là, c'est-à-dire que le système que l'on nous a bâti depuis les années 70, je vous en parlais juste avant, ce modèle économique ultralibéral, mondialisé, sans frontières, avec des échanges de capitaux dans tous les sens, des prises de participation, fait que tout le système est devenu extrêmement fragile, voire, pour dire la réalité, insolvable, puisque le montant des dettes des États est incommensurable. Tous les États occidentaux sont surendettés, on le voit partout. Et si vous voulez, tout ça sont des symptômes qui rejaillissent aujourd'hui, qui sont visibles aujourd'hui, qu'ils n'étaient pas avant. Donc on est arrivé à la fin de ce système-là. Le montant, vous au niveau de 2015-2016, on va dire. En préparant, vous m'évoquiez le montant des engagements de la Deutsche Bank. C'est absolument hallucinant. Vous me disiez que c'était quasiment équivalent au PIB mondial. Oui, alors les engagements dans le bilan sont d'environ 1800 milliards en moyenne. Oui, mais il y a le hors-bilan. Et il y a le hors-bilan et qui s'évalue, selon les différentes sources, on va dire à peu près à 64 trilliards, donc 64 000 milliards de dollars hors bilan. Donc c'est ahurissant. Ne se rendent même pas compte. C'est ahurissant, c'est-à-dire que c'est 15 ou 16 fois le PIB de l'Allemagne. Alors, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas sortir de cette spirale? Non, je pense que si on reste dans ce modèle économique que l'Union européenne nous impose, que la Banque centrale européenne nous impose, que le FMI, que le OMC continue à nous imposer, c'est-à-dire ce mondialisme destructeur, alors qu'on vous avez vendu ce mondialisme heureux, oui, ce qui est loin d'être le cas, eh bien, nous allons à la catastrophe. Et ce sont les premiers symptômes de la maladie. Il n'y a pas de vision macroéconomique qui explique la situation dans laquelle nous serions aujourd'hui, qui poserait l'analyse et qui nous donnerait les solutions pour en sortir. Les solutions, c'est celles que nous proposons au niveau des patriotes, c'est-à-dire un patriotisme économique dans chaque nation, avec le rétablissement de frontières pour réguler les échanges de capitaux, de marchandises, de services et de personnes, sous-entendu l'immigration, et puis bien entendu avoir les armes pour se défendre dans une guerre économique mondiale qui ne dit pas son nom, mais qui est pourtant réelle entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, les États européens. Et le Royaume-Uni l'a bien compris, puisqu'ils ont choisi la solution du Brexit, et ils en ont bien fait. Alors je reviens au cas spécifique de la Deutsche Bank. Pourtant, cette Deutsche Bank, on l'aide beaucoup. Vous évoquiez que les aides sont surprenantes. Oui, il y a eu déjà 20 milliards d'euros de recapitalisation ces dernières années, par des montages financiers. Mais alors là, ce qui est tout à fait nouveau, et c'est là quelque part où on arrive sur un terrain politique, c'est-à-dire qu'il faut savoir, enfin les personnes qui nous écoutent doivent savoir que depuis le 1er janvier 2016, il y a une directive européenne qui s'appelle l'Union bancaire, qui a été conçue spécialement pour éviter les crises bancaires. Et la solution, très concrètement, c'est de ponctionner dans les comptes bancaires des clients particuliers comme les
entreprises, entre parenthèses, en vous faisant miroiter qu'il y a un minimum de 100 000 euros. Or, ce n'est pas la réalité, puisque l'Allemagne n'en veut pas. Et donc, cette union bancaire-là est faite pour renflouer les banques. Le seul problème, c'est que dans la situation de Deutsche Bank, c'est ça, Mme Merkel est complètement dans une impasse. C'est-à-dire que... Avant d'arriver à Mme Merkel, je voudrais que vous nous expliquiez ce que j'ai lu sur les stress tests. Alors, expliquez-nous ce que sont les stress tests. Qu'est-ce qui s'est passé avec les BCE? Il y a un sac de nœuds, et lequel? Très simplement, les stress tests, ce sont des analyses de risque des titres qui sont dans les bilans des banques pour mesurer la capacité à résister à des chocs systémiques mondiaux, je ne sais pas, une crise de la dette. Est-ce qu'elles sont solides? On essaye d'évaluer. Exactement, la solidité et peut sous-peser la capacité à résister au risque. Bon. Alors, il semblerait que c'est sorti fin juillet, donc la BCE a rendu son étude. La plupart des grandes banques européennes passent les tests. Et la Deutsche Bank était haut la main. solide. Sauf que quand on voit d'autres études qui sont non européennes, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tout à fait le même avis. Et en particulier dans le cas du Deutsche Bank, il semblerait que la BCE ait joué un rôle un petit peu de complicité, puisqu'il y a eu beaucoup de complaisance sur l'analyse du risque dans Deutsche Bank. Et une complaisance qui s'est portée sur un point bien précis. Exactement, je vois que vous êtes bien renseigné. Il s'agit en fait de la vente d'une filiale de la Deutsche Bank, qui est une filiale chinoise, qui a en fait été doublement comptabilisée, à la fois à l'actif et à la fois au passif. C'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas vendue et elle est déjà comptabilisée au capital de la banque pour environ 4 milliards d'euros de dollars, pas 4 millions de dollars. C'est une vente fictive. 4 milliards de dollars. C'est une vente fictive. Exactement. Elle n'a pas eu lieu, la vente. Exactement. Non, donc ils ont comptabilisé une somme qu'ils n'ont pas. C'est de l'argent qui n'existe pas. D'où la complicité des services de la Banque Centrale Européenne qui est en charge de l'évaluation des risques des banques. Alors pour évaluer cette espèce de comptabilité fictive, ces 4 milliards de dollars qui n'existaient pas, à rapprocher de quel montant de fonds propres de la Deutsche Bank? Initialement, on était à 15 milliards quand tout allait à peu près bien avant la réalisation de la crise. Et puis comme je vous ai dit, il y a eu au moins 50% de perte de capitalisation boursière, donc on doit être à peu près à l'heure actuelle entre 5 et 7 milliards. Mais donc depuis la crise, nous sommes passés de 15 à 7 milliards, 6 milliards environ. Alors je sens chez vous une légère suspicion sur la Banque Centrale Européenne, Bernard Monod. Pourquoi vous les mettez en cause dans cette... Paroles de banquiers centraux, doit-on les croire sur parole? Moi, ce n'est pas mon avis. Je pense qu'il y a une espèce de consanguinité. D'abord, pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne, où est-elle? Elle est à Francfort. À Francfort, oui. La Deutsche Bank est aussi en Allemagne, avec des sièges relativement proches des uns des autres. Ils se connaissent tous, ils sont d'anciens, peut-être collègues même des banques privées, etc. Rappelons que monsieur Draghi était un ancien vice-président de Goldman Sachs, donc ce site fait partie d'une certaine élite. Est-ce que vous voulez dire que la Deutsche Bank aurait préféré profiter d'un traitement de faveur dans cette affaire? Je pense qu'ils ont effectivement un traitement de faveur. Et au-delà de ça, si vous voulez, il y a cette consanguinité entre les membres des institutions dites publiques par rapport à un système de banque privée. Si ça avait été une banque étrangère ailleurs? Je pense que ça aurait été une banque française ou italienne ou portugaise. Probablement, elle n'aurait pas subi la même complaisance. Je comprends. Alors, quel avenir aujourd'hui pour la Deutsche Bank? Ils peuvent espérer quoi? La solution, c'est d'être renfloué dans tous les cas, que ce soit un renflouement interne, ce qu'on appelle en jargon anglo-saxon le buy-in, c'est-à-dire l'union bancaire dont je vous parlais précédemment, qui va être très difficile à appliquer parce que ça va avoir... Je rappelle que l'année prochaine, il va y avoir des élections générales en Allemagne où Mme Merkel va être directement jugée sur sa gestion et il va être très difficile d'appliquer parce que ça va être un tollé général chez les électeurs qui vont être appelés à mettre la main à la poche sur leur compte bancaire, sur leur épargne. Et donc, je pense que c'est un risque politique très élevé que ne prendra pas Mme Merkel. Les Américains ont une maxime de Toufel. On ne peut pas laisser tomber la Deutsche Bank. On ne peut pas la laisser tomber parce qu'il y a l'effet contagion. Exactement, dans les deux cas. Alors, l'autre solution, c'est le renflouement par l'État. Sauf que c'est interdit par les règles et donc la directive de l'union bancaire. Et donc là, Mme Merkel va être relativement embêtée. Elle a dit non pour les autres.
Si je me Ah oui, souviens oui, c'est bien. ça. L'Allemagne et Mme Merkel, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Grosso modo. Donc la situation, elle est la suivante. Elle dit qu'elle ne veut pas renflouer au niveau de l'État. D'une part parce que ça lui est interdit, mais moi j'ai vu certains mouvements et certaines propositions et de prise de participation qui sont douteuses. Oui, alors c'est ça, on en vient à ce qui s'est passé, donc c'est pas le week-end dernier mais le week-end précédent, la Deutsche Bank est au fond du trou noir, le titre plonge à toute vitesse vers les 10 €, on s'attend à ce qu'il passe en dessous, juste avant la fermeture de la bourse, d'un seul coup des achats massifs arrivent et on voit une sorte de chevalier blanc, c'est pas le terme exact mais on voit un sauveur qui arrive et qui se met à acheter massivement de la Deutsche Bank pour faire remonter le cours. L'État du Qatar. L'État du Qui Qatar. est ce chevalier blanc? Donc, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. D'abord, c'est encore une emprise, je dirais, des pétromonarchies au niveau financier et religieux, parce qu'on voit bien ce qui se passe au niveau du financement. Le Qatar fait volontiers son marché en Europe. Voilà, et ils prennent des participations dans tous les secteurs, et ça devient très inquiétant au niveau de l'Europe et de son indépendance générale. Donc on peut se poser la question, est-ce que Mme Merkel a peut-être passé un deal avec le Qatar? Quel est le Qatar ce deal ferait ce que Mme Merkel ne pourrait pas faire elle-même. Légalement. Mais il y a un accord derrière. C'est ce que j'évoque. Est-ce qu'il y a un accord entre l'État allemand, Mme Merkel, et donc l'État du Qatar pour venir en renflouement sans que ce soit elle qui le fasse directement par son gouvernement? Vous ne croyez pas à une chance et un hasard heureux qui aurait fait que, avant de fermer la bourse, d'un seul coup, la Deutsche Bank aurait Avec ces gens-là, certainement pas. Okay. Alors, toujours dans les mesures de sauvetage de la finance internationale, vous avez soulevé une nouveauté dans la loi Sapin 2. Alors, quelle est cette nouveauté qui arrive, qui est la suite logique de ce que nous disons? Ah oui, complètement. D'abord, si vous voulez, pour comprendre ce qui se passe, il faut faire un tout petit peu d'analyse. Comme je vous l'ai dit, la zone euro est en crise grave depuis 2008. On n'en est jamais sorti. Elle est relativement insolvable au niveau de son système bancaire. Et au-delà de ça, l'euro est en grande difficulté. L'euro est à l'agonie depuis 2008-2009. Il ne cesse d'être renfloué en permanence. Rien que pour la France, c'est 70 milliards d'euros d'investissement en cash depuis 2010, plus une épée de Damoclès de 455 milliards supplémentaires sur la tête des Français pour renflouer l'euro. Ça, il faut déjà le savoir. Bon. Alors, qu'est-ce que fait la Banque centrale européenne? Elle a baissé très largement ses taux directeurs pour les amener jusqu'à 0. Ce faisant, sur les marchés, ça a bien entendu un impact, puisque sur le marché de la dette, donc les obligations qui sont émises par les États relativement encore costauds économiquement ont des taux d'intérêt qui sont en train de passer en négatif, au moins jusqu'à 5 ou 6 ans de maturité sur ces obligations. Même 10 ans pour l'Allemagne? Oui, pour certaines, voilà. Mais en moyenne, on va dire 5-6 ans. Donc les taux d'intérêt sont passés en négatif. Ça, c'est très important à comprendre. Vous payez pour déposer votre argent? Exactement. Donc ça veut dire que des taux d'intérêt négatifs, c'est une négation du capitalisme, du régime capitaliste. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc il faudrait bien évidemment que les taux directeurs remontent pour redonner un petit peu de marge de manœuvre, qui étrangle les banques au niveau des marges et qui pèse bien entendu sur l'épargne des Français. Alors Monsieur Monod, moi j'ai de la peine à comprendre le lien qu'il y a entre ça et puis ce problème d'assurance vie. En quoi ça concerne? Alors, vous évoquez effectivement le cas de la France avec une nouvelle loi qui vient d'être adoptée en France, qui s'appelle la loi Sapin 2. Oui. Et il y a une mesure à l'intérieur qui est l'article 21 bis, si je me souviens bien, de ce texte de loi. Vous avez le droit de vous tromper sur le numéro. Voilà, qui dit tout bonnement, en cas de crise systémique, en cas de crise grave, les autorités, le Haut Conseil de stabilité financière, donc les autorités de prudentielles, donc pour être clair, la Banque de France et le gouverneur de la Banque de France seront en mesure de pouvoir bloquer les arbitrages, les retraits, les rachats dans les contrats d'assurance vie capitalisation. Vous avez un contrat d'assurance vie, vous n'avez pas le droit d'aller retirer l'argent? Voilà, si cette décision est prise par le gouverneur de la Banque de France, les assurés français, c'est-à-dire grosso modo un Français sur 3 aujourd'hui a un contrat d'assurance capitalisation pour 20 ou 25 000 euros quand même par assuré, ils ne pourront plus retirer leur argent si cette mesure s'applique. Voilà. C'est exact ce montant, 1
1600 milliards d'assurance vie en France? Oui, en France, c'est voilà, c'est le placement fétiche des Français depuis très longue date. Hein. C'est les fonds de pension à la française, en quelque sorte. C'est très, très franco-français. Mais 1600 milliards, ça s'approche des 2200 milliards. D'ailleurs, aujourd'hui, nous passons en France le niveau de la dette de 2200 milliards aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau des compteurs de la dette. Bon, ça, c'est un aparté. C'est un aparté. Aujourd'hui, c'est le jour des 2200 milliards. Absolument. Donc, vous voyez, Monsieur Hollande sera le président de 100% de dette sur PIB. 2017, c'est très probable. C'est très probable. Okay. Donc, tout ça pour dire que les assurés seront prisonniers, seront en otage, enfin, en tout cas, leur capital, ce sera une espèce d'euthanasie. Pour les déposants, c'est leur argent. Mais bien sûr, c'est une confiscation du droit de propriété, de leur capital financier et de leur capital retraite sont plus propriétaires dans les contrats de leur d'assurance vie propre française. argent. Absolument. Voilà. Alors, tout comme d'ailleurs, Monsieur Narquin, également sur les comptes bancaires et les comptes épargne et les livrets A dans leurs banques privées, hein, dans leurs banques commerciales. Ça a déjà été le cas, mais ça, on l'a déjà évoqué avec autour de cette table, voilà. avec l'union bancaire. Mais là, donc, si vous voulez, se met en place c'est un verrouillage complet. Un nouveau système qui acte la fin du capitalisme et un nouveau système de régime de totalitarisme financier de par l'état d'urgence bancaire qui se produit et bien entendu qui touche aussi les compagnies d'assurance vie avec ces taux bas. Excusez-moi, moi j'aurais l'impression d'être vraiment dépouillé. Comment est-ce qu'on peut voler l'argent des gens comme ça, hein? Ils sont aux abois, Il y a un surendettement général des États. Le système bancaire et assurantiel maintenant est frappé par la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On passe en taux d'intérêt négatif. Donc, si vous voulez, voilà, les taux se resserrent. Voilà. 2016 est un changement radical de système. Et ça, les Français en particulier doivent le savoir. C'est une atteinte à une liberté fondamentale. Enfin, le droit de propriété... Absolument. Ils atteignent une liberté fondamentale qui est le droit de propriété, en l'occurrence d'un capital financier. Exactement, parce que son argent, c'est comme si on vous prenait votre maison, votre voiture, c'est la même chose. Bon. Alors Bernard Monod, de quoi demain sera fait de ce paysage absolument hallucinant, c'est un peu terrifiant. Le sujet est à ce niveau-là, vous voyez qu'on a parlé beaucoup de techniques économiques. Oui. Bon. Le sujet auprès de nos, mais c'est important de le préciser. C'est important d'expliquer et de faire un peu de pédagogie pour comprendre ce qui se passe, voilà, pour lever cette confusion générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet devient maintenant politique. Oui. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en 2017 dans une confrontation entre deux modèles. Est-ce qu'on continue avec le modèle qu'on nous a imposé depuis 45 ans, qui est l'ultralibéralisme, avec la finance et le système bancaire mondial qui prend le pas sur les États et l'abolition des nations, et avec ce mondialisme généralisé? Ou alors on passe à une alternative que propose l'ensemble des partis patriotes, que nous préconisons bien entendu en France, qui est le patriotisme économique, qui reprend la main sur les principaux leviers de commande et les armes pour lutter contre cette guerre économique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le patriotisme économique qui détient sa monnaie, son système bancaire, son budget, qui régule et contrôle ses frontières pour pouvoir justement compenser l'ensemble de ces chocs systémiques qui vont se produire. Je vois bien les principes de cette reconstruction. Mais moi, je suis un peu interrogatif. C'est quoi les risques pour les peuples? Le risque pour les peuples, c'est de subir cette répression financière et de devenir, en quelque sorte, esclaves de la dette, esclaves des États qui seront soumis, bien entendu, aux règles et aux diktats de l'Union européenne, eux-mêmes en lien avec les grandes banques mondiales que sont Goldman Sachs, JP Morgan, les banques de la City à Londres, et puis bien entendu sous la houlette globale et politique de Washington, bon, notamment, et c'est là que ça fait peut-être un lien avec les futures élections américaines au mois du 8 novembre, c'est doit-on faire le choix de Clinton, Madame Clinton, qui roule pour cette finance mondialisée qui a cette suprématie sur les États, le coup, effectivement, de développer ou bien un candidat indépendant de ce système-là et qui pense en priorité, et qui fait d'ailleurs du patriotisme pour son propre pays, et il a raison, et qui pense d'abord à son peuple avant de penser à cette suprématie américaine. Bernard Monod, je vous remercie. Nous avons fait un tour le plus complet en partant des banques allemandes et en finissant sur l'état du monde. C'est un tout. Tout se tient. Tout se tient. Et des risques importants sont au-dessus de nos têtes. Je vous remercie de nous les avoir expliqués. Puis nous nous retrouvons le mois prochain. Bonne journée à tous.